Une fois de plus, bienvenue à votre émission Réflexivité. Aujourd'hui, nous allons parler de syndromes qui handicapent la RDC. Acceptez cette petite introduction. La RDC est en proie à plusieurs crises. Voici plusieurs décennies. Cela semble ne pas s'arranger avec la guerre à l'Est. La vie sociale est exsangue. Les tribulations politiques s'amplifient. Le terme crise désigne une période, un phénomène critique où il est nécessaire de faire un choix pour faire face à un changement majeur. Une crise peut menacer tout un système. Cette crise en RDC est politique, économique, sociale, environnementale, donc multiforme. Elle ne date pas d'aujourd'hui, elle est ancienne et elle se pérennise. Tout en fragilisant les pays dans ses fondements les plus fondamentaux, la RDC paraît être un colosse aux pieds d'argile. Dans cette émission, nous ne chercherons pas à éluder les phénomènes qui sévissent dans la partie est du pays. Cependant, il faudra préparer la sortie des crises. Dans une réflexion anticipatrice, il faudra dans un premier temps expliquer les causes profondes de cette crise qui manifeste dans différents syndromes à décortiquer, à analyser. Dans un deuxième temps, dans les soucis d'entrevoir la sortie des crises, nous allons aborder 3 syndromes qui semblent être parmi les causes qui détruisent les structures économiques, sociales, politiques de la vie sociale en RDC. Qu'est-ce qu'un syndrome? C'est un ensemble de plusieurs symptômes ou signes en rapport avec un état pathologique donné, permettant par leur regroupement d'orienter les diagnostics. Un bon diagnostic permet de trouver les remèdes aux problèmes, aux symptômes décriés. Déceler plutôt, 3 syndromes vont orienter notre réflexion d'aujourd'hui: les syndromes hollandais, les syndromes de Stockholm et les syndromes de Diogène. Pour cette émission, le syndrome qui handicape la RDC, nous allons en parler avec monsieur le professeur Guy Robert Silou. Bonjour, monsieur le professeur Guy Robert Silou. Oui, bonjour, monsieur Kambala. En quoi les syndromes hollandais, de Stockholm et de Diogène peuvent-ils expliquer les différentes crises congolaises? Une analyse économiste pourrait nous permettre de bien cerner cette problématique et de fournir des éléments pertinents. Monsieur le professeur Guy Robert Silou, d'entrée de jeu avec vous, nous allons parler des syndromes qui handicapent la RDC. Quel est le mot que vous pouvez placer au titre d'introduction? Là, nous allons parler des syndromes qui handicapent la RDC. Si vous avez bonne souvenance, dans une des émissions, nous avons évoqué les paradoxes congolais qui seraient à l'origine des mots MAUX auxquels nous sommes soumis dans notre République. Et aujourd'hui, on va faire un peu la même chose, mais cette fois-ci en partant d'un certain nombre de syndromes. Là, on en a choisi 3. Choisir, c'est aussi renoncer. Et donc, à partir de ces 3 syndromes, nous allons voir en quoi ces syndromes arrivent-ils à nous poser problème au point où, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec ce qui se passe par exemple à l'Est, il faudrait qu'on puisse se dire que demain, il y aura une forme d'embellie. Et donc, il faudrait que nous puissions être dans une analyse dite anticipatrice pour envisager la sortie, pour ne pas dire les sorties de crise. Il ne faudrait pas que nous puissions attendre la dernière minute pour commencer à réfléchir sur les lendemains qui seraient beaucoup plus enchantés. Donc, c'est maintenant qu'il faudrait commencer à réfléchir, même s'il y a une guerre à l'Est, comme je viens de le dire, cela n'empêche nullement que nous puissions être dans une analyse beaucoup plus anticipatrice. Donc, nous analysons la crise et nous pourrons donner les solutions plus tard. On commence avec le premier syndrome, le syndrome hollandais. Qu'est-ce que signifie syndrome hollandais? Lorsqu'on parle du syndrome hollandais, ça s'appelle aussi la malédiction des ressources naturelles. Et en même temps, vous en conviendrez avec moi, parler de la malédiction, on n'est plus tellement dans le domaine scientifique. On serait beaucoup plus dans le domaine dit spirituel. Mais en même temps, ce qui serait intéressant, c'est-à-dire que vous et moi, nous essayons de
ramener ce débat sur le plan purement scientifique, c'est-à-dire des sciences économiques, sociales en général. C'est un phénomène qui s'est produit aux Pays-Bas dans les années 60. On avait découvert le gaz, et ce gaz a été à l'origine de plusieurs effets négatifs sur l'économie hollandaise. Alors qu'on pourrait considérer le fait d'avoir une ressource naturelle en abondance, ça devrait être, pour rester vraiment sur le plan purement spirituel, ça pourrait être une bénédiction, une forme d'abondance. Mais sauf que, comparativement aux autres pays européens, les Pays-Bas, c'est-à-dire la Hollande, étaient beaucoup plus en retard par rapport aux autres pays. Comment est-ce qu'on arrive à expliquer, je resterai sur ce terme qui risque de poser polémique, mais peu importe, sur cette histoire de malédiction des ressources naturelles. Le fait que ce pays puisse avoir en abondance le gaz, l'a exploité, ce qui est tout à fait logique, ce qui est tout à fait rationnel en finalité, et donc, cette exploitation à outrance a favorisé les exportations. Et donc, lorsque les pays tiers achetaient le gaz hollandais, il s'agissait aussi d'acheter la monnaie hollandaise, ce qui va entraîner une appréciation de la monnaie hollandaise. Mais qui dit appréciation de la monnaie hollandaise signifie aussi que les importations, comme par enchantement, vont devenir beaucoup plus importantes. Pourquoi? Parce que ce pays-là va se focaliser exclusivement sur la production de ce gaz, en délaissant les autres secteurs d'activité, pour ne pas dire les autres branches d'activité. Et donc, la monnaie hollandaise va s'apprécier, ce qui va engendrer quoi? Une augmentation des importations, et donc avec une balance commerciale au final qui va devenir déficitaire. Vous voyez bien, c'est-à-dire qu'au lieu que ça puisse être une bénédiction, tout de suite on est en train de se rendre compte que ça a des effets purement négatifs, néfastes. Oui. Les exportations augmentent, mais ce n'est que dans une branche. Mais sauf que les autres secteurs sont délaissés. La monnaie qui s'apprécie. Or, lorsque la monnaie s'apprécie, cela veut dire que les importations deviennent bon marché. Donc on aurait tendance à vouloir plus importer qu'exporter. De toute façon, ce pays-là n'avait que le gaz et on s'est focalisé là-dessus. Appréciation de la monnaie qui engendre des fortes importations. À cela, il faudrait quand même rajouter le fait que la diversification de l'économie n'était pas là. N'était pas au rendez-vous. N'était pas du tout au rendez-vous. Oui. Et donc, le fait qu'on ne puisse pas diversifier l'économie, c'est un problème au niveau du développement économique, social de ce pays. Et donc, comparativement, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est un pays qui va être en retard. Mais lorsque vous plaquez ce phénomène dans notre pays, qui est la RDC, oui. C'est le même process que nous allons retrouver. C'est-à-dire que nous avons des ressources naturelles qui abondent, oui. Et donc on s'est focalisé exclusivement sur la production de ces ressources naturelles. J'ai hâte de vous poser cette question. Nos ressources naturelles constituent-elles une malédiction pour nous? Si ça constitue une malédiction, je pense que, dans un premier temps, je dirais oui. Ça constitue une malédiction. Pourquoi? Pour la simple raison que nous n'avons pas diversifié nos économies. Parce qu'on avait une manne, et quand je dis une manne, je suis dans le terme même biblique, c'est une manne qui tombait du ciel. Et donc pour nous, c'était du pain béni. On va exploiter à outrance ces ressources naturelles. Nous avons le cuivre, nous avons du diamant, nous avons aujourd'hui du coltan et toutes ces énergies stratégiques qu'on utilise. Les matières critiques. Voilà, les matières qui sont très très importantes pour les économies modernes. Et donc, nous sommes focalisés là-dessus. Qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va attirer une main-d'œuvre beaucoup plus abondante dans cette branche d'activité, c'est-à-dire l'extraction des ressources minières. Et donc, les revenus vont aussi augmenter dans cette branche d'activité. Et moi, en tant que salarié des entreprises lambda, je pense que ça me plairait beaucoup plus d'être dans une branche comme celle-là où je peux gagner plus que de continuer à exploiter des lopins de terre au niveau, par exemple, agricole. Donc, on va se rendre compte qu'il y aura un effet de déversement
qu'on pourrait le dire Alfred Sauvy, même si nous sommes dans une même branche d'activité, au lieu d'être dans une branche agricole, tout le monde bascule dans la branche minière. Ouais. Donc, ce qui pourrait être une bénédiction... les booms miniers où tout le monde il court pour développer, tirer quelque chose. Mais bien sûr, là, on est dans une rationalité purement instrumentale, c'est-à-dire que c'est, pour le dire de manière un peu plus triviale, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique que tout le monde puisse s'intéresser aux minerais que nous avons et à ces ressources naturelles, parce que c'est là où les choses arrivent vraiment à exploser. N'oublions pas que annuellement, c'est une branche d'activité qui nous rapporte à peu près plus de 9 milliards de dollars. Et donc, on se rend bien compte que c'est vraiment quelque chose de très, très important pour nos économies, ces ressources naturelles. Et sans parler des ressources même forestières et autres. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Parlons maintenant des effets macroéconomiques du syndrome hollandais. Quels sont ces effets? Les effets macroéconomiques, j'ai commencé un peu à les analyser avec vous. D'abord, on pourrait être sur le plan purement du commerce international, avec les exportations qui vont s'enrichir, se surenchérir, pour le dire ainsi, parce que là, la demande va être forte, comme l'offre va être limitée, la demande étant supérieure à l'offre, les prix ne peuvent qu'augmenter, et donc le pays que nous ne sommes que censés nous enrichir de manière permanente. Or, il s'avère que... Mais je vais rester d'abord dans votre question. Sur le plan macroéconomique, les exportations sont censées devenir beaucoup plus importantes que les importations. Mais sauf qu'il y a un effet que je viens d'évoquer dans les postulats préliminaires. Je disais que grâce aux exportations, il y aura une appréciation de la monnaie locale, ce qui n'est pas le cas en RDC. Ce qui n'est pas le cas en RDC. Là, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu qui pourraient expliquer une dépréciation de la monnaie congolaise. Alors que dans un pays comme les Pays-Bas, on avait plutôt connu une appréciation de la monnaie, ce qui serait beaucoup plus logique. Donc, on se rend bien compte que, pour répondre toujours à votre question et en revenant en RDC, la dépréciation du franc congolais n'est pas à trouver dans nos ressources naturelles. C'est un autre problème qu'on pourrait peut-être évoquer dans une autre émission. Qu'il faudra mettre en place. Peut-être des politiques monétaires beaucoup plus restrictives, avec des politiques budgétaires aussi beaucoup plus restrictives, qui pourraient expliquer une certaine appréciation de notre monnaie. Mais là, avec ce phénomène d'importation qui risque d'imploser parce que sur le plan local, on a délaissé les autres ponts des activités économiques, on va se retrouver avec une balance commerciale déficitaire. Et qui dit balance commerciale déficitaire, c'est ce que nous connaissons chez nous au Congo, nous allons avoir quoi? Une monnaie qui ne cesse de se déprécier. Mais en même temps, cela est corollaire aussi au phénomène d'inflation. Parce que ces biens d'importation sont évalués en dollars. Comme nous avons une monnaie faible, cela va engendrer une inflation, et c'est cette inflation que nous retrouvons de manière permanente dans notre pays. Mais sans pour autant que je puisse aussi occulter le phénomène qui est lié directement au déficit budgétaire. C'est-à-dire que là, je vais rester sur la malédiction des ressources naturelles. Nous avons aujourd'hui des minerais qui sont dits stratégiques. Nous avons des investisseurs étrangers qui sont prêts à nous donner des capitaux financiers, parfois avec des taux d'intérêt très élevés. Et là, en tant que gouvernants, nous ne sommes pas toujours très regardants. Et comme nous ne sommes pas toujours très regardants, mais au final, avec ces taux d'intérêt, on ne peut pas bénéficier des effets de levier, la productivité étant faible, tout cela va engendrer un déficit budgétaire, et ce déficit budgétaire, on va le retrouver aussi au niveau, par exemple, de la dépréciation de notre monnaie, et là, on est souvent dans un cercle vicieux. C'est une erreur lorsqu'il y a boom minier de ne pas diversifier l'économie. Alors là, c'est vraiment une erreur fondamentale de ne pas vouloir diversifier notre économie, pour ne pas dire nos économies, parce que, tel que je viens de le dire, on se rend bien compte que ces ressources naturelles qui abondent, au lieu d'avoir des effets positifs, surtout lorsqu'on est en proie à des problèmes de gouvernance, de leadership, ben, au lieu d'être dans une forme de bénédiction, on bascule beaucoup plus dans une forme de malédiction. Ce qui devrait être une chance,
devient systématiquement une malédiction. Une malédiction. Donc la RDC devait profiter de ces ressources naturelles à grande échelle. Mais vous savez, Monsieur Kambala, là je me suis focalisé exclusivement sur les ressources minières pour le simple fait qu'à un certain moment, on va basculer sur une dimension beaucoup plus géopolitique avec ce qui se passe à l'Est. Mais nous avons aussi des ressources halieutiques. Nous avons des fleuves, des lacs, et donc on pourrait exploiter cela pour le bien vivre. Nous avons des superficies très importantes qui sont très arables, qui pourraient nous permettre justement de nous lancer dans des productions agricoles et de connaître ce qu'on pourrait considérer comme étant de l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin, par exemple, d'importer des ananas et que sais-je encore, dans un pays comme le nôtre. Mais sauf que pendant longtemps, on n'a pas su industrialiser notre économie. On est passé systématiquement du secteur primaire, c'est-à-dire ce secteur d'extraction des matières premières, et on est passé directement au secteur tertiaire. Comme vous le savez, le secteur tertiaire n'est pas très productif. La productivité est très faible dans le secteur tertiaire, comme le dirait le paradoxe de Solow. Les ordinateurs sont partout, sauf dans les statistiques de la croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beau avoir le progrès technique un peu partout, parce que là, nous sommes dans le secteur tertiaire, mais on se rend bien compte que la productivité est faible. Mais comme la productivité est faible, et en même temps, la croissance est aussi faible. Monsieur le professeur Guy Robert, parlons maintenant des effets géopolitiques du syndrome hollandais. Nous prenons la sécession katangaise et 30 ans de guerre dans la partie est du pays. C'est là où, effectivement, Monsieur Kambala, on revient sur cette idée qui consisterait à penser que le fait d'avoir ces ressources stratégiques en abondance constitue une forme de malédiction. C'est-à-dire que quelques jours après les indépendances, nous avons eu un leader politique katangais, Moïse Tshombe, qui a eu à proclamer l'indépendance du Katanga. Pourquoi? Parce que le Katanga est aussi une province, à l'époque bien entendu, qui regorgeait des ressources naturelles très importantes. Et donc, on se rend bien compte que, par exemple, l'uranium qu'on a eu à utiliser lors de la Seconde Guerre mondiale, qui a servi justement de bombardement de Nagasaki et autres, mais ce sont des matières premières qui viennent de Tshikolobe. Oui. Et donc, on se rend bien compte que les puissances extérieures ne peuvent pas nous laisser en paix tant que nous aurons ce type de ressources stratégiques. Et donc, cette indépendance intervient, je dis bien, du Katanga, quelques jours après l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et on voit bien les conséquences que cela aura même sur le plan politique. À l'époque, le Premier ministre, c'était notre cher Patrice Emery Lumumba. Ouais. Et il était considéré à l'époque, ou estampillé toujours par l'extérieur, c'est-à-dire la communauté internationale, pour ne pas parler tout simplement des Occidentaux, on avait estampillé comme étant un pion du communisme, c'est-à-dire de l'Union soviétique de l'époque. Et comme, disons, la RDC voulait être cette réserve exclusive à l'Occident, pour ne pas dire à l'Ouest, dans ce conflit Est-Ouest, mais il fallait bien qu'on puisse l'éliminer. Et donc, la fin terrible de Lumumba ne peut s'expliquer aussi d'une certaine manière que par la prépondérance des ressources naturelles, stratégiques, qu'on retrouve en RDC. C'est-à-dire que Lumumba, cet héros national, est tombé tout simplement parce que il était riche, lui, quand je dis riche, lui, parce qu'il symbolise, ou il symbolisait la République démocratique du Congo. Et donc, il va donner de sa vie pour ces ressources naturelles que nous avons en abondance. Voilà une malédiction. Mais cette malédiction va se poursuivre. Là, on était sur la sécession katangaise. Vous voyez bien, le 11 juillet, on proclame l'indépendance du Katanga. Oui. Et donc, on se rend bien compte, l'indépendance est le 30 juin, et le 11 juillet, tout de suite, on est confronté à des problèmes. Mais lorsque des problèmes séparatistes,
lorsqu'on bascule aujourd'hui sur ce qui se passe à l'est de la République, je dis aujourd'hui, en réalité, ça, on peut remonter au moins jusqu'à 30 ans, pour ne pas dire 40 ans en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Rwanda, qui est le pays agresseur, aujourd'hui, arrive à s'enrichir, à se développer grâce aux ressources naturelles de la RDC. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la topographie, tous les documents officiels de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et ainsi de suite, de tous ces organismes qui s'intéressent au commerce international, on se rend bien compte que le Rwanda fait partie aujourd'hui des pays exportateurs de coltan, alors que c'est un pays qui n'en possède pas. Trouvez l'erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend bien compte, avec la complicité de la communauté internationale, que le Rwanda ne cesse de piller les ressources de la République démocratique du Congo. Ces ressources sont revendues aux Occidentaux qui s'en servent pour, comme on l'avait dit tout à l'heure, ces économies qui se veulent modernes. C'est-à-dire que les batteries électriques ont besoin de nos ressources naturelles, les smartphones que nous utilisons, les PC que nous utilisons. Ils ont besoin de coltan, de lithium, de cobalt, de graphite, de manganèse. Exactement. Et là, vous résumez parfaitement le topo. Et ce pillage-là, là je reste seulement sur le plan économique, mais lorsqu'on parle d'une agression armée, on va en parler certainement tout à l'heure, il y a des millions de morts. Plus de 10 millions de morts. Plus de 10 millions de morts. La communauté internationale reste sensible. On en parlera tout à l'heure. Et donc, on s'aperçoit que ces ressources naturelles que nous avons de manière abondante n'entraînent pas la paix. C'est plutôt source de conflictualité avec nos voisins et avec le reste du monde par, si vous voulez, des effets collatéraux. Je vous signale quand même que, mon cher ami, que chaque mois, approximativement, ces ressources naturelles rapportent plus de 800 millions de dollars au Rwanda. Aujourd'hui, la communauté internationale, les institutions économiques nous présentent le Rwanda comme un pays qui bénéficie d'un miracle économique. Mais ce miracle économique, justement, découle de quoi? Des ressources naturelles qui viennent de la... Il y a une sorte d'association des malfaiteurs, il y a un voleur et un receleur. Ah oui, là, les resellers, on les connaît aujourd'hui, c'est la communauté internationale. Pour ne pas parler de l'Europe, pour ne pas parler des États-Unis. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Occident est complice des pillages, des tueries massives qu'on rencontre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et ça, il faudrait bien que, à un certain moment, qu'on puisse penser à un philosophe qu'on appelle André Comte-Sponville, qui, dans une de ses œuvres, affirmait la chose suivante: le capitalisme est amoral. C'est-à-dire que tant que nous n'allons pas comprendre que dans le capitalisme, ce qui importe, ce sont des intérêts individuels, qu'on n'a pas des alliés, on n'a que des partenaires commerciaux qu'on peut défaire à tout moment selon la loi du plus fort. Et aujourd'hui, on a beau vouloir rééquilibrer les choses, mais sauf que nous n'avons pas encore compris qu'il faudrait sortir de cette logique que nous impose de manière un peu systématique la communauté internationale pour que nous puissions devenir réellement indépendants et réellement autonomes. Et en guise d'exemple, même si comparaison n'est pas raison, il faudrait peut-être qu'on puisse voir ce qui s'est passé entre un pays comme Israël et la Palestine. C'est-à-dire que suite à cette agression du 7 octobre, Israël a réagi de manière énergique, de manière frontale, peut-être avec une forme d'exagération, comme le dirait un certain Dominique de Villepin, mais en même temps, Israël était-il en tant qu'État dans le droit de se défendre? Légitime défense. Oui, légitime défense, pour ne pas rester seulement sur le plan biblique en parlant de la loi de Talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Et là, si je me permets un peu d'extrapoler, M. Kombala, c'était pour dire tout simplement la chose suivante. À un certain moment, il faudrait qu'on puisse se rendre à l'évidence. Les ressources naturelles que nous avons
Il faudrait que nous puissions renverser la Cette tendance oui. pour que cette malédiction cesse et qu'on puisse en faire une bénédiction. Devienne une bénédiction pour la RDC. Pour la Et RDC. la RDC a le droit d'user de sa légitime défense. Eh bien, là, il serait tout à fait normal que la RDC puisse user de la force pour essayer de se débarrasser de ces envahisseurs qui ruinent la prospérité, le développement économique et social de la RDC. Qui tue et qui pille nos richesses. Prenons le syndrome Stockholm. Monsieur le professeur, il y a 3 syndromes. Syndrome hollandais. Maintenant, abordons le deuxième syndrome de Stockholm. Que veut dire syndrome de Stockholm? Alors, pour revenir un peu sur la genèse de ce syndrome de Stockholm, il faudrait penser qu'on a connu donc à Stockholm, qui est une ville suédoise, un braquage d'une banque. Et donc, le kidnappeur, si vous voulez, la personne qui va braquer la banque, à un certain moment, l'alarme se déclenche et donc se retrouve piégé dans cette fameuse banque qu'il avait voulu braquer. Et là, il se retrouve quand même avec des employés, il y en avait à peu près 4, qu'il va prendre en otage. Ils vont rester c'est-à-dire entre le braqueur et les victimes, ils vont passer à peu près 6 jours ensemble. Mais pendant les 6 jours, il va se passer un phénomène qui est un peu inexpliqué. Bien sûr, les psychologues, moi je ne suis pas psychologue, arriveraient à apporter des éléments de réponse là-dessus. Et pendant les 6 jours, il y aura une forme de connivence, une forme d'affinité, au point où les victimes vont sympathiser avec leur bourreau, au point de vouloir presque le gracier. Et à leur sortie de cette banque, parce que la police était derrière, et donc à la sortie, que vont faire ces employés qui étaient employés victimes, ces employés victimes? Ils vont se cotiser pour payer un avocat afin qu'on puisse libérer, enfin, c'est-à-dire défendre dans des bonnes conditions ce braqueur de banque. Et ce syndrome de Stockholm, je pense que nous le vivons d'une manière ou d'une autre en RDC. Parlons par exemple de l'Occident. Tout à l'heure, je faisais allusion au fait que les Occidentaux sont des resellers. Ils savent très bien que c'est le Rwanda qui est derrière le M23 et toutes les incursions, toutes les agressions que subit la RDC depuis des lustres. Mais que font, par exemple, les Occidentaux? Restons seulement sur l'Union européenne. L'Union européenne a signé moult contrats via des firmes multinationales avec le Rwanda. Et aujourd'hui, le Rwanda vend les matières premières qui viennent de la RDC aux Européens. Les Européens savent très bien ce qu'il en est. Mais nous, en tant que pays RDC, nous sommes victimes de ces agressions. Que faisons-nous? Nous demandons encore l'aide de ces receleurs que sont l'Union européenne, les États-Unis et ainsi de suite, la Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un court instant que ces pays-là vont faire le jeu de la RDC. On est dans des résolutions qui sont prises dans des instances internationales européennes. Ils ont pris des résolutions, comme vous l'avez dit. Oui, mais ce sont des résolutions pour suspendre ces genres de contrats. Oui, mais ça, on est dans les velléités. Il faudrait plutôt que ça puisse se concrétiser. Ce qui n'empêche nullement qu'il y a des contrats sur la défense, sur la sécurité, coopération militaire avec le Rwanda qui sont signés. Aujourd'hui, le Rwanda possède des armes qui sont très très sophistiquées. Ce ne sont pas des armes qui sont produites, fabriquées au Rwanda. Ça vient de l'extérieur et ça vient des pays occidentaux. Et là, on est dans une hypocrisie totale. Et nous, pendant ce temps, que faisons-nous? Nous ne cessons de clamer, de réclamer en même temps l'intervention des puissances occidentales. Mais les puissances occidentales ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Ils ont besoin de ces ressources naturelles pour justement, pour ne pas parler seulement des minerais, pour se développer. Et voilà pourquoi je suis en train de parler encore du syndrome de Stockholm. Ce sont nos bourreaux et on continue à les caresser dans le sens du poil. Mais parce que nous sommes quelque part un peu impuissants. Mais que cette impuissance ne puisse pas renforcer ce syndrome de Stockholm.
Et ça, je pense qu'il faudrait que nous puissions sortir de cette logique qui remonte depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que là, je pense à la période coloniale. Mais qu'est-ce qui explique cette absence de coopération directe avec la RDC au lieu de passer par un pays qui pille le minerai de la RDC? Par exemple, je vois le cas de l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne ne commerce-t-elle pas avec la RDC directement, qui est de passer par des voies détournées? Monsieur Kambala, là, vous êtes en train d'évoquer le problème de l'attractivité de notre pays qu'est la RDC. Voilà pourquoi je disais aujourd'hui, nous sommes dans une situation de guerre à l'Est, ce qui n'empêche nullement que nous soyons dans une approche anticipatrice. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends tout simplement la chose suivante. Pour que les Occidentaux puissent nous faire confiance, il faudrait déjà que nous-mêmes, nous puissions mettre en place des stratégies, revoir notre manière de penser la société et l'économie pour que tout cela puisse très bien se passer. Nous sommes un pays non attractif pour des raisons multiples, Monsieur Kambala. Nous n'avons pas des industries ici. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement de vendre des matières premières avec une valeur ajoutée qui est quasiment nulle, pour ne pas dire faible, et en retour, on va recevoir des produits à forte valeur ajoutée avec des prix exorbitants, ce qui va entraîner encore des déficits budgétaires. Mais en même temps, nous ne sommes pas crédibles, Monsieur Kambala. Et quand je dis nous ne sommes pas crédibles, sortons un peu de ce processus victimaire qui consiste à pointer du doigt toujours les autres. Nous ne sommes pas fiables. Le Congolais est facilement corruptible. Notre administration publique est gangrénée, comme vous le savez, par la corruption. Et derrière cette corruption, il y a un manque de confiance. Or, dans le commerce international, ou si vous voulez dans les affaires, pour le dire tout simplement ainsi, la confiance est le mot clé. Et je pense que les investisseurs étrangers n'ont pas foi, ont l'être qu'est le Congolais. Et donc là, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une analyse beaucoup plus profonde pour essayer de restructurer notre état mental, psychologique. Doit-on pactiser avec les diables à l'heure actuelle? Parce que si l'Occident fait les jeux de l'ennemi, doit-on pactiser avec les diables, aller vers les pays des BRICS? Mais je pense que, dans votre question, M. Kambala, je vais être un peu provocateur. Qui est le diable dans cette histoire? Les pays du BRICS ou bien l'Occident de manière globale? Mais moi, je pense que le diable serait beaucoup plus occidental. Les pays du BRICS, je ne dis pas que ce sont des saints, mais à un certain moment, il faut chercher à contrebalancer les rapports de force. Aujourd'hui, dans les pays du BRICS, nous avons la Chine, nous avons l'Inde, nous avons la Russie et l'Afrique du Sud avec d'autres pays. Et en même temps, je pense qu'il serait temps de chercher à diversifier aussi nos partenaires commerciaux pour que cette échelle de valeur, cette fragmentation de l'échelle de valeur puisse prendre corps et forme. Et c'est peut-être le tournant de l'histoire. Jusqu'à présent, on n'osait pas dire que les Occidentaux, le Rwanda, sont à l'origine des agressions à l'Est. Maintenant qu'on ose le dire, il faudrait qu'on sorte de ce syndrome de Stockholm. Pendant longtemps, on savait très bien, Monsieur Kambala, et là j'anticipe vos questions, que le Rwanda était derrière nos agresseurs et que le Rwanda est notre agresseur principal. Mais à aucun moment on osait le dire. On continue à caresser Kigali, pour ne pas dire leur président, dans le sens du poil. Ce qui est complètement aberrant et ce qui est psychologiquement parlant, on serait dans une sorte de maso-sadochisme. C'est-à-dire que c'est comme... plus le cas. Pardon? Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais l'agresseur est connu et identifié. Mais aujourd'hui... Au niveau international, au niveau local... L'agresseur est connu, mais il était déjà connu. À cause de ce syndrome de Stockholm, on ne voulait pas avouer les choses. Maintenant, on ose le dire. Mais il faut prendre les mesures radicales. Mais cela va se faire aussi avec le temps. Comme le dirait Clausewitz, qui veut la paix, prépare la guerre. Mais sauf que là, on ne peut plus préparer la guerre, elle est là. Il faudrait que nous puissions trouver des partenaires qui seraient capables de nous aider réellement pour mettre fin à cette guerre. Non, le dernier syndrome, c'est les syndromes de Diogène. Comment expliquez-vous les syndromes de Diogène par rapport à notre situation
aux crises multiformes que connaît la RDC? Diogène, Monsieur Kambala, je le rappelle tous rapidement, est un philosophe du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Ben, c'est un philosophe qui était un peu dans une forme d'exubérance, qui avait engendré en même temps une forme d'insalubrité sur le plan corporel, c'est-à-dire manque d'hygiène corporelle, et en même temps, il était un peu excessif dans sa manière d'agir en société. Par exemple, il arrivait à copuler, à se masturber en public. Et ce qui est important dans ce syndrome de Diogène, c'est pas le côté insalubre qui ferait allusion à l'hygiène corporelle. On met ça de côté. Mais pensons plutôt à l'inverse de l'insalubrité, c'est-à-dire la salubrité. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question pour savoir comment le Congo pouvait-il devenir attractif. Pour cela, il faudrait que nous puissions œuvrer au nom d'un concept qu'on va appeler la salubrité. Mais cette salubrité doit être morale. Cette salubrité doit être d'ordre éthique. Et cette salubrité doit être aussi vraiment sur le plan philosophique. C'est-à-dire que là, il faudrait qu'on arrive à reformer, et pour ne pas dire à former, à éduquer, à instruire l'homme congolais, afin que cet homme congolais puisse avoir une salubrité mentale, une salubrité psychologique. Tout à l'heure, dans mes propos, je faisais allusion à la corruption. C'est quelque chose d'insalubre. C'est quelque chose d'insalubre. La RDC fait partie des pays les plus corrompus au monde. Par les 20 pays au monde les plus corrompus, la RDC en fait partie. Mais tout à fait. Lorsque vous regardez les pays qui sont les plus corrompus, mais on fait partie des pays qui sont vraiment en vogue. C'est-à-dire que tant parmi les 20 Pardon. au monde, parmi les 20 au monde. Mais tout à fait. Et là, ça nous pose... Là, ce n'est pas nous, c'est Transparency International qui le dit. Hein, ce n'est pas nous. C'est une fondation internationale qui donne ce type de statistiques. Mais nous qui vivons ici au Congo, ou même lorsque nous sommes de passage, nous vivons ces phénomènes de corruption au quotidien. Créer une activité économique en RDC, c'est la croix et la bannière. C'est-à-dire, dans chaque bureau où vous passerez, il faudrait que vous puissiez graisser la patte de ces fonctionnaires-là. On parle des commissions et ainsi de suite. On se rend bien compte que le pays va très très mal. Et donc là, il y a un problème de salubrité sur laquelle, cette salubrité sur laquelle on doit travailler pour essayer d'assainir notre manière de penser, sans penser qu'on est en train de penser. Et c'est ça qui devient beaucoup plus important. Il y a aussi ces phénomènes, il y a aussi l'injustice dans notre appareil judiciaire, où on ne fait pas confiance aux cours des tribunaux. Et pour abonder dans votre sens, Monsieur Kambala, vous le savez aussi bien que moi, nous avons eu des hommes politiques qui se sont retrouvés en prison. Quelque temps après, ces hommes politiques ont été libérés. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ne cesse de dire que notre justice est malade. Et donc, si la justice est malade, on se rend bien compte qu'il y a des actes illégaux qui restent impunis, et un pays qui se veut démocratique, et de surcroît, notre République porte le nom, un adjectif qui est là, République démocratique du Congo, sauf que dans les faits, ce n'est pas ce que nous vivons au quotidien. Et donc, les investisseurs étrangers ne peuvent être que sceptiques et hésiter, regarder 10 fois, 20 fois avant d'agir et d'intervenir en RDC. Que dites-vous par rapport à ce syndrome de Diogène relativement à notre classe politique? Quel devait être le comportement des dirigeants politiques? Mais là, on revient sur les notions de citoyenneté. C'est-à-dire que on doit apprendre à devenir des citoyens à part entière, avec ce civisme que nous devons respecter, les civilités auxquelles nous sommes aussi appelés à vivre en harmonie avec les autres. Et derrière, un autre pan de la citoyenneté, c'est la solidarité.
Or, il s'avère que, pour revenir toujours dans ce syndrome de Diogène, avec ce côté insalubre des choses, il y a quelque chose qui est très insalubre, auquel nous n'insistons pas souvent. C'est l'individualisme. C'est l'individualisme. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la socialisation, c'est le fait de pouvoir socialiser les individus afin qu'ils puissent intégrer dans la société, s'intégrer dans la société. Mais derrière cette intégration dans la société, on vise aussi l'intégration de la société, c'est-à-dire la cohésion sociale. Et là, on a deux courants qui ne devraient pas s'opposer, mais qui devraient au contraire se compléter, c'est-à-dire d'une part l'individualisme méthodologique et de l'autre côté le holisme. Or, il s'avère qu'en RDC, c'est quasiment, M. Kambala, le chacun pour soi. Je roule pour moi, je roule pour ma famille, mais je ne roule pas pour la République. D'où cette notion de citoyenneté qui devrait être la règle. Aujourd'hui, le pays est en mal. On a parlé de l'Est suffisamment et c'est tout à fait normal qu'on puisse y insister. Il faudrait que la cohésion sociale puisse être là. Mais ce qui n'est pas le cas avec la classe politique qui est complètement divisée par rapport à cette agression. Mais vous savez, Monsieur Kambala, que le microcosme politique puisse être divisé, c'est déplorable. Parce que lorsque vous avez un ver qui est en train de ronger un fruit, il faut l'extirper. Et après, quitte à ce qu'on puisse régler nos comptes entre Congolais, dans un premier temps, on doit faire bloc. Et il ne faudrait pas que nous puissions confondre la présidence à la République tout entière. Bien sûr, le président de la République, c'est lui qui tient les rênes de ce pays à un instant T. C'est-à-dire qu'il a un mandat qui va s'arrêter à un moment ou un autre. Sauf que les hommes politiques passent, le pays reste et la République démocratique du Congo restera. Et tout le monde l'espère que cette République démocratique du Congo restera dans son intégrité territoriale jusqu'à la nuit des temps. C'est à nous de mettre les bouchées doubles pour colmater les brèches, mais de manière efficace, tout en pensant au lendemain. Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants? Et ça, c'est la grande problématique à laquelle chaque citoyen congolais devait répondre. Je vous invite à conclure cette émission, mais juste un mot par rapport à la population. Quel doit être le comportement de la population par rapport à ces trois syndromes hollandais de Stockholm et de Diogène? Mais vous savez, Monsieur Kambala, moi je suis outré. Là, nous sommes à Kinshasa. Je suis outré de constater que nous évoquons cette guerre de l'Est, mais de manière kilométrique. Je m'explique. La guerre à l'Est, elle est kilométrique pour les Kinois. La RDC est en guerre. Alors qu'elle est en guerre. La RDC est en guerre, mais sauf que le Kinois ne vit pas cette guerre de manière réelle. Voilà pourquoi j'ai parlé d'une guerre kilométrique selon qu'on est à l'Est, à l'Ouest, à l'Est, au Sud et ainsi de suite. Et pour les Kinois, permettez-moi de prendre ces exemples qui me choquent. Lorsque le Barça, permettez-moi de basculer sur un champ purement footballistique et sportif, lorsque le Barça rencontre le Real de Madrid, les cafés sont remplis, tout le monde, les terrasses qu'on appelle les terrasses ici, sont remplies, tout le monde est en liesse, on oublie que de l'autre côté, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la guerre. C'est-à-dire qu'on vit ce qui se passe en Occident par procuration, alors qu'on est en RDC, à Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que le Kinois au quotidien vit-il en osmose avec les gens qui sont de l'autre côté, qui sont pillés, qui sont massacrés, qui sont violés et ainsi de suite? Non. De temps en temps, aux informations, on nous balance l'actualité, on compatit, mais dès que c'est terminé, c'est un peu comme le système de scoop. Et la mobilisation générale devait être permanente. Mais la mobilisation devait être permanente.
Lorsqu'on dit le pays est en guerre, ce n'est pas seulement une partie de la République. C'est la RDC qui est en guerre. C'est la RDC qui est en guerre. Et donc là, il devait y avoir une mobilisation beaucoup plus importante, beaucoup plus énergique. C'est un peu comme lorsqu'il y a eu le confinement, avec la pandémie. Il fallait lutter contre cette pandémie, cette sorte de vermine qu'il faut extirper. La guerre à l'Est, le Rwanda est une vermine. Donc il faudrait que toute la population puisse se mobiliser, pas seulement ceux qui sont à l'Est. Et c'est ça le comble. C'est ça le comble. Voilà pourquoi moi je penserais, je ne suis pas là en tant que donneur de leçons, je suis en train de faire une analyse qui est tout à fait simple. Observez ce qui se passe dans la capitale. Il n'y a pas la guerre à Kinshasa. La vie continue de manière normale. J'espère que chacun de nous, au fond de soi, et là je serai sur le plan spirituel, avant de fermer les yeux le soir, avant de s'endormir, il y a une pensée pieuse, pour ne pas dire une prière, pour que la RDC puisse en sortir et que les habitants qui sont aujourd'hui sous les feux, les bombes et que sais-je encore, puissent en sortir et que la RDC puisse en sortir. Cela appelle à des mesures fortes par les chefs de l'État pour faire comprendre à la nation que nous sommes en guerre, la RDC est agressée. Merci beaucoup, monsieur le professeur Guy Robert Silou, d'avoir accepté d'être là pour qu'on puisse échanger sur ces trois syndromes hollandais de Stockholm et de Diogène. Mais merci de m'avoir donné la parole, monsieur Kambala. C'est-à-dire que ces trois syndromes ne suffisent pas à eux tout seuls à expliquer les maux, les crises multiformes que nous avons RDC, mais en même temps, ce syndrome hollandais, il est là. Pensons à la diversification de nos économies. Le syndrome de Stockholm, évitons avec ces complexes d'infériorité qui continuent à nous miner et qui nous empêchent justement d'avancer. Et en même temps, ce syndrome de Diogène, c'est-à-dire ce philosophe qui manquait d'hygiène corporelle et ainsi de suite, nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous sommes sur une échelle complètement différente, mais il faudrait que nous puissions lutter pour cela. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là avec nous, changer autour de cette question. Merci aussi à vous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine.